Cette émission est une production de la télévision régionale des Moulins. Aujourd'hui au bulletin, fin des travaux pour le Pont-Rivet après 2 ans d'attente. Le transport en commun dans la Naudière au cœur de plusieurs discussions. Et des chalets à accessibilité universelle dans la Naudière, une première au Québec. Je suis Charles Lantier et bienvenue à votre bulletin d'actualité régionale. Bonjour, Mesdames, Messieurs. Le Pont-Rivet qui relie les 2 rives de la municipalité de Repentigny réouvrira complètement après avoir subi 2 ans de travaux majeurs afin de procéder à un élargissement de 2 voies ainsi qu'à l'ajout d'une piste cyclable. Le coût total du projet s'élève à 40 millions de dollars. Pour l'annonce de cette réouverture, le premier ministre François Legault y était. On écoute le topo. On est donc ici pour inaugurer, pour souligner la fin des travaux de l'élargissement du pont Rivet. Bien, je me rappelle très bien d'avoir fait cette promesse-là, cet engagement durant la campagne 2018. On le sait, le pont Rivet avait une voie chaque bord. On s'est engagé donc à ajouter une voie de chaque côté, ce qu'on a fait, mais en Bonnie, on a mis un trottoir, puis une piste cyclable. Et c'est Repentigny qui s'est occupé de toute la conception, puis de mettre ça ensemble. Là. Donc, je veux te féliciter, Nicolas, ça a été bien planifié, bien réalisé, puis bien, ça montre encore qu'on a une belle collaboration ensemble. On est vraiment fiers avec l'annonce de la finalisation des travaux du Pont-Rivet. C'était très attendu par les citoyens. Puis je tiens à remercier les gens de Repentigny qui ont été très patients durant les 2 ans d'intenses travaux qu'on a eus pour le Pont-Rivet. C'est 30 000 citoyens qui passent par le pont à tous les jours. Donc, c'est un lien extrêmement capital pour notre communauté. Notre belle ville est séparée par une rivière. Et là, enfin, elle va pouvoir être pleinement autonome. Les gens vont pouvoir passer d'une rive à l'autre sans problème. Puis on voyait, là, on commençait à avoir des pertes de capitaux parce que les gens préféraient passer justement par Charlemagne, aller parfois magasiner à Terrebonne. C'était beaucoup plus simple pour eux que de traverser le pont et se rendre du côté sud de Repentigny. Alors là, au moins, ça va avoir un bénéfice au niveau de notre développement économique parce que ça va venir solidifier la trame commerciale qu'on a sur Brien et bien sûr sur la Combe du côté Lagardère. Questionné par les journalistes lors de ce point de presse, le premier ministre a aussi parlé du transport en commun dans la Naudière et sur la couronne nord de Montréal. Voici sa réponse. Quand je suis devenu premier ministre en 2018, le gouvernement du Québec contribuait à hauteur de 39 % aux dépenses du transport collectif. C'est maintenant 48 %. Bon, je comprends que les municipalités aimeraient ça que ça monte à 60, 70, mais comme je l'expliquais tantôt, à un moment donné, il y a des limites à ce qu'on peut demander aux contribuables québécois. Mais il faut que tout le monde réalise, là, ça relève d'abord des villes. Tu sais, les villes ont aussi une responsabilité à financer. Personne n'a le goût là, d'augmenter les taxes foncières, d'augmenter les impôts. Je ne suggère pas ça à personne. Donc, il faut respecter la capacité de payer, puis il faut gérer serré les dépenses, que ce soit les chauffeurs, puis bien s'assurer que, oui, on développe, mais à un rythme qui est acceptable pour les contribuables. Revenez-nous après la pause, puisque nous recevons tour à tour en studio le maire de l'Assomption, Sébastien Nadeau, ainsi que le maire de Terrebonne, Mathieu Traversy, pour aborder ces enjeux de transport en commun dans la région. Hey Marc, regarde ça. Oh! Il roule lentement. Des voleurs, c'est clair. Ils viennent faire du repérage le jour. Ils reviennent voler le soir. Des bandits. De la racaille. Des crapules. Dans la ferme à Mathurin, ia, ia.
Je dors sur le balcon ce soir. Je vais aller faire du café. Fibre est de retour pour une deuxième saison. Chaque semaine, j'aurai l'opportunité de m'entretenir avec des entrepreneurs qui possèdent tous des parcours différents. On découvrira ensemble les diverses facettes de leur personnalité, leur motivation, les défis et bien sûr la passion qu'ils ont pour l'entrepreneuriat. Une nouvelle saison avec une nouveauté cette année, Fibre Extra. 8 entrevues avec des spécialistes sur le financement, le droit des affaires, les assurances et bien d'autres sujets afin de bien vous outiller. C'est ici même sur MaTV Lanaudière. Rendez-vous sur le site de tvrm.ca. Consultez votre programmation, vos émissions et l'actualité dans Lanaudière. Si vous désirez revoir ou si vous avez manqué un épisode, n'ayez crainte, toutes vos émissions se retrouvent sur votre site Internet. Devenez membre de TVRM, c'est contribuer au développement de sa mission et de sa communauté. Ne manquez pas votre bulletin en direct le mardi et le jeudi midi pour être informé de tout ce qui se passe dans votre région et plein d'autres émissions sur votre communauté. La télévision régionale des Moulins, pour voir et être vue. Mais voyons, tu roules donc bien pas vite. Ben, normal. OK, je comprends. Quoi? Faudrait pas arriver trop tôt à la maison. Hein? Tu me fais une surprise pour mes 40 ans? Merde, ta fête est dans 8 mois, là. C'est pour ça que Mimi était bizarre au bureau aujourd'hui. Non, je te jure, j'ai rien fait. T'as pas fait venir ma soeur d'Australie pour ça, mon fou, toi? Merde, m'écoutes-tu? Je peux pas croire, j'ai rien vu venir. C'est 30, je roule à 30, c'est tout. Je vais quand même faire semblant d'être surprise. Tu vas être surprise. En lien avec le transport en commun sur la couronne nord de Montréal, je reçois M. Sébastien Nadeau, maire de l'Assomption et préfet de la MRC de l'Assomption. Bonjour à vous. Bonjour. Tout d'abord, vous avez été de passage à Québec cette semaine. J'aimerais qu'on parle un petit peu des points qui ont été abordés lors de ce point de presse. Effectivement, les 5 préfets de la couronne nord, on s'est présenté à Québec parce qu'on a des préoccupations qui sont majeures par rapport au transport en commun. Ce qu'on a énoncé aux élus à Québec, c'est un profond sentiment d'inéquité par rapport à l'offre de services qu'on a sur la couronne nord pour nos citoyens. Quand on regarde les statistiques, ce qu'on constate, c'est que dans les 5 dernières années, le coût du transport en commun augmente pour nos citoyens et en même temps, le niveau de service baisse. Donc, pour nous, c'est une situation qui est inacceptable et qu'on doit redresser. Parfait. Vous avez abordé le thème un petit peu. Votre ligne directrice, c'est vraiment travailler ensemble. On veut s'asseoir avec les parties prenantes puis discuter. Oui, bien, je pense qu'on est obligé de faire un certain constat que le passé nous amène vers une perception d'échec. Et à partir de ce moment-là, on se doit de se remettre en question. Puis pour le faire, on a besoin de tous les joueurs autour de la table. Puis on veut surtout en faire partie de ces discussions-là. On a souvent l'impression que le transport est géré au-dessus de nos têtes, où on a très peu de décisions. Moi, c'est fréquent qu'un citoyen m'interpelle pour dire tel niveau de service, je ne suis pas satisfait, c'est pas adéquat. Mais honnêtement, on participe très peu aux décisions et aux orientations du transport en commun, tant dans ces grands investissements que dans le transport au quotidien. Alors, nous, ce qu'on souhaite, c'est, étant donné qu'on a cette proximité citoyenne-là, étant donné que la ministre dit elle-même qu'elle n'est pas responsable puis que c'est les villes qui sont responsables, bien, nous, on la veut, la responsabilité. Mais avec la responsabilité veut dire aussi participer aux décisions, et c'est ce qu'on souhaite. Il n'y a pas l'enjeu d'argent, du moins pas pour l'instant, qui a été abordé à Québec. On se concentrait vraiment sur la discussion. Pourquoi ne pas demander d'argent? C'est vraiment la première étape, j'imagine, discuter, puis après, on évaluera. Bien, vous savez, je pense que tout d'abord, on est conscient de la situation financière du gouvernement du Québec. Ils ont leurs défis, puis on respecte ça. Cependant, ça fait maintenant 4 ans qu'on qu'on fait des déficits, qu'on génère des déficits. Moi, je me dis, bien, à un moment donné, à toujours reproduire la même façon de travailler, bien, on va toujours reproduire le même résultat. Le temps le prouve. Donc, le travailler ensemble veut dire, bien, remettons en question ce modèle-là. Moi, je pense qu'avec le même argent, où on rapproche les orientations et les décisions plus au niveau citoyen, bien, je pense qu'on a plus de chances d'améliorer notre service, surtout convaincre les individus d'utiliser le transport en commun. Actuellement, il faut dire que l'auto-solo demeure la meilleure alternative en transport en commun. Moi, je rêve du jour où le train va me dépasser puis que le tramway va me dépasser sur l'autoroute puis je me dis, mon Dieu, je serais peut-être bien mieux dans ce transport-là. Vous savez, quand on va en Europe, on ne se pose pas la question à savoir, mon Dieu, est-ce que j'aurai le supplice de prendre le transport en commun? C'est le sentiment qu'on a ici, parce que le service est adéquat. Alors, nous, on veut converger vers un service adéquat, un service optimal, qui fait que le citoyen va trouver son compte et ça sera plus favorable que l'auto-solo. Et là, on commence à se transformer comme société.
Le point de presse a été fait il y a quelques jours. Est-ce que vous avez eu une réponse du gouvernement ou des différentes instances responsables? Oui, effectivement. On avait été appuyé par tous les partis de l'opposition dans cette démarche-là. La ministre a répondu présente vendredi. On a eu le privilège d'une appel conférence avec elle où elle voulait entendre c'était quelle piste de solution on recherchait. Donc, nous, on l'a amené sur nos priorités étant, bien sûr, la prévisibilité, de savoir, bien, nous, on veut anticiper ce qui s'en vient, tant en termes de plan de transport pour qu'on puisse aménager nos territoires en conséquence, mais aussi en termes de coûts, qu'on puisse planifier. Vous savez, une ville ne peut pas faire de déficit à la fin de l'année. Donc, nous, d'avoir des mauvaises surprises financières, des surprises de coûts, ça nous désorganise complètement. Il faut souvent couper d'autres services. Donc, on ne veut pas ça. Donc, prévisibilité dans la planification et les coûts, puis aussi venir voir les modèles de gouvernance, parce que nous, on pense que certains des déficits sont créés par les modèles de gouvernance qu'on a en place, donc davantage participer aux orientations. Et elle a reçu ça positivement, je vous dirais sans engagement de sa part, ce qui est correct aussi. Là, on est en début de discussion, mais on poursuit justement les échanges pour arriver à quelque chose de constructif. J'aimerais qu'on aborde brièvement là, les enjeux de transport en commun concrètement dans l'Assomption, la MRC de l'Assomption, en fait. Là. Oui. Bien, en fait, nous, c'est sûr qu'on a des grands pôles de transport. Je pense entre autres au Cégep régional de Lanaudière. Je pense qu'à l'interne, dans notre MRC, ça circule assez bien. Les gens aimeraient avoir parfois plus de fréquences dans le transport. Puis ça s'organise. Effectivement, des fois, on a des lignes qui sont moins occupées puis d'autres qui le sont plus. On peut réorganiser tout ça. Ça, on peut le faire. Mais surtout, je pense qu'à l'interne, dans la MRC, ça fonctionne bien. Mais exemple, si il y a un Repentignois, un assomptionniste, qui veut venir au Cégep de Terrebonne, bien, actuellement, il doit passer par Montréal, ça lui prend 1h20. Ça n'a aucune logique. Les MRC ont de plus en plus des économies partagées, ont de plus en plus des institutions partagées. On le voit avec le projet universitaire. Bien, il faut s'assurer que le transport en commun soit facile pour l'ensemble de la couronne. Quand on regarde, moi, je suis vice-président de la Commission de développement économique à la CMM. Quand on regarde les prochains investissements dans les 20 prochaines années dans l'industriel et dans les emplois, c'est à 60 sur les deux couronnes. Donc, c'est important qu'on commence à bâtir une offre de transport inter-MRC. Actuellement, on est tous centrés vers Montréal, donc mieux travailler ensemble. Ça, c'est une grande préoccupation qu'on a aussi. Parfait. Bien, merci beaucoup de votre passage aujourd'hui en studio. Ça fait plaisir. Restez des nôtres, puisqu'après la pause, nous continuons de discuter transport en commun avec le maire de Terrebonne, Mathieu Traversy. Fibreux est de retour pour une deuxième saison. Chaque semaine, j'aurai l'opportunité de m'entretenir avec des entrepreneurs qui possèdent tous des parcours différents. On découvrira ensemble les diverses facettes de leur personnalité, leur motivation, les défis et bien sûr la passion qu'ils ont pour l'entrepreneuriat. Une nouvelle saison avec une nouveauté cette année, Fibreux Extra. 8 entrevues avec des spécialistes sur le financement, le droit des affaires, les assurances et bien d'autres sujets afin de bien vous outiller. C'est ici même sur MaTV Lanaudière. Les productions vidéo Don Quichotte. Une vidéo pour votre entreprise. Un studio tout équipé, spécialisé. Vos valeurs, votre organisme. Nous avons aussi le service de drone qui vous permettra de prendre des plans de vue les plus spectaculaires. Ainsi que notre service de streaming web pour prendre vos directs. Rapide, unique, Don Quichotte. Créons ensemble la vidéo qu'il vous faut. Bienvenue à Cuisine du Monde. Oui, c'est exact. Je comprends. Je dois dire que c'est très piquant. Ça bouge plein de table. Parce que la cuisine, c'est le patate. Oui. C'est vraiment très, très bon. Bon appétit. Pour continuer la discussion sur le transport en commun, je reçois M. Mathieu Traversy, maire de Terrebonne et préfet de la MRC des Moulins. Bonjour. Bonjour. Premièrement, j'aimerais qu'on parle de cette nouvelle de l'ARTM qui peut être dans les plans d'abolir la ligne de train Mascouche.
Mais on a vu ce ballon-là sortir dans les médias nationaux la semaine dernière. Évidemment, on n'a pas tardé à réagir dans la MRC des Moulins. Donc, évidemment, on souhaite garder le peu de transport collectif qu'on dispose sur le territoire, à défaut d'avoir une alternative en opération qui soit viable pour notre population. Donc, vous avez entendu notre maire de l'Assomption parler un peu de l'iniquité sur la Couronne-Nord. On souhaite avoir des meilleurs services. Imaginez si, en plus, on nous menace d'abolir le peu qu'on a développé au fil des dernières décennies. Pour nous, c'est inacceptable, surtout les projets avec lesquels on travaille à Terrebonne. On parle d'une économie de 7 à 10 millions. Est-ce que pour vous, la solution, c'est, on proposait peut-être, si cette ligne de train-là allait disparaître, des autobus, mais peut-être pas d'améliorer cette ligne de train-là, revoir les trajets? C'est quoi la solution? Il faut trouver des alternatives. Présentement, on travaille avec la RTM sur un plan de projet structurant de l'Est pour essayer de desservir la région de la Naudière, qui n'a pas de projet structurant lourd. Donc, le train de l'Est, vous le savez, a été handicapé dans les dernières années par la priorisation du REM et l'utilisation du tunnel Mont-Royal, donc qui fait que notre tracé est beaucoup plus long, beaucoup plus fastidieux pour nos utilisateurs. D'ici à ce qu'on trouve une alternative, on veut quand même garder ce qu'on a actif sur le transport collectif. Les utilisateurs du train, ils ne sont pas nombreux, mais ils l'apprécient. Donc, le peu qu'ils l'utilisent, quand même, en sont satisfaits. Ils voudraient avoir évidemment plus de fréquences, avoir des soirs et des fins de semaine de disponibles, mais l'utilisent tout de même. Il faut se rappeler qu'un train de moins, ça veut dire des utilisateurs qu'on envoie où? Qu'on envoie dans leur voiture sur nos autoroutes qui sont déjà congestionnées, particulièrement au coin de la 40 et de la 640 les matins et les soirs. On regarde les statistiques depuis 2019. C'est certain qu'il y a eu une baisse. Qu'est-ce que vous pensez dans les prochaines années si ce service-là de ligne de train de banlieue perdure et que peut-être on bonifie l'offre, les trajets, les heures, la fréquence à laquelle le train passe? Peut-être, est-ce que ça va reconquérir certains usagers qui étaient par le passé à utiliser le train, en fait? Ça ne peut pas être pire que ce que c'est actuellement. On a déjà connu des meilleures heures. Aujourd'hui, on est toujours à un stade, en tout cas, famélique par rapport au retour là, donc, de la COVID. C'est certain que si on avait un vrai projet structurant de l'Est, ça pourrait venir aider, donc emmener nos utilisateurs à avoir une vraie alternative à la voiture solo. D'ici à ce qu'on en ait un, évidemment, on souhaite conserver nos acquis, surtout qu'on a des projets dans le secteur, notamment de densification. Donc, vous savez que le maire de Mascouche, autour de la gare, a développé le secteur résidentiel, donc en fonction d'un transport collectif de disponible. Même chose dans le secteur Lachenay chez nous, où on peut voir un TOD, donc une aire à grande densité qui s'est construit à proximité du train. On veut le garder, puis on a un projet universitaire aussi qui s'en va dans ce coin-là. Ça m'amène à ma prochaine question. En fait, le projet de quartier universitaire, le cégep et la densification qui a été effectuée dans certains secteurs, quel enjeu ça peut amener peut-être où on reste statu quo, où il n'y a pas d'avancement pour le transport en commun? Là? Bien, écoutez, ça prend des alternatives en transport en commun qui soient, je m'en allais dire, sexy, attractives, qui donnent envie d'y participer. Et ça fait partie du projet universitaire de créer un milieu de vie, un environnement propice à la réussite académique. Donc, ça veut dire des logements disponibles, bien sûr, pour les étudiants, mais des services de proximité. Ça veut dire une accessibilité en transport collectif. Et donc, c'est un tout qui fait que le milieu va devenir un quartier universitaire attrayant. Le transport collectif est un ingrédient important dans la recette du succès. Avec probablement une élection partielle dans les prochains mois, est-ce que c'est un sujet auquel vous allez porter attention par rapport aux différents candidats qui vont peut-être venir cogner à votre porte? Là? Tout à fait. Le transport collectif, avec l'ensemble des maires de la Couronne-Nord, ont tracé donc une ligne pour mettre en valeur la bonification du transport collectif dans notre région, trouver des solutions. Ça va faire partie d'une de nos priorités à Terrebonne. Évidemment, il y en aura d'autres. Vous avez parlé du milieu universitaire. Il y aura d'autres éléments aussi qui touchent la population de Terrebonne, mais le transport collectif en fera partie certainement. Parfait. Dans un autre ordre d'idée, j'aimerais qu'on aborde un petit peu la nouvelle qui a été annoncée là, dans les derniers jours, en fait, où on entame, où on continue un projet d'enfouissement de lignes électriques dans le Vieux-Terrebonne. Effectivement, le Vieux-Terrebonne, Charles, va se refaire une beauté donc, de jeunesse. C'est un Vieux-Terrebonne qui se rajeunit. Donc, on veut essayer de mettre en valeur le patrimoine bâti de notre centre-ville. Et pour ça, on veut refaire donc les trottoirs, enfouir les fils d'Hydro-Québec pour maximiser la sécurité des gens, permettre une meilleure circulation aussi en transport actif et au niveau piétonnier. Et essayer d'élargir aussi le secteur, donc, comment je pourrais dire, d'attraction donc du centre-ville patrimonial et donc lui redonner une petite cure de jeunesse en l'occurrence. Des travaux qui vont se poursuivre jusqu'en 2028. J'imagine beaucoup de préparation au préalable. Puis là, on commence vraiment à être sur le terrain
concrètement? Exact. On commence par enfouir les fils. Donc, on va commencer par creuser des tranchées, passer des tuyaux pour évidemment faire passer les fils. Il y aura une deuxième étape dans laquelle on branche les maisons, une troisième étape dans laquelle on enlèvera les poteaux. Évidemment, la Ville de Terrebonne va suivre de près les travaux. Les citoyens du secteur ont même un agent de liaison là, pour répondre si jamais il y a quoi que ce soit. Et à la fin, on est convaincu que Terrebonne restera toujours plus attractive, toujours plus belle et rayonnante comme métropole culturelle de la région de la Naudière. Parfait. Merci beaucoup d'avoir été, Merci d'avoir été en studio avec nous aujourd'hui. Plaisir. Pour continuer, après la pause, nous parlons des mini-chalets à accessibilité universelle qui s'implantent dans la région. Hey Marc, regarde ça. Oh! Il roule lentement. Des voleurs, c'est clair. Ils viennent faire du repérage le jour. Ils reviennent voler le soir. Des bandits. De la racaille. Des crapules. Dans la ferme à Mathurin, ia. Je dors sur le balcon ce soir. Je vais aller faire du café. Rendez-vous sur le site de tvrm.ca. Consultez votre programmation, vos émissions et l'actualité dans la Naudière. Si vous désirez revoir ou si vous avez manqué un épisode, n'ayez crainte, toutes vos émissions se retrouvent sur votre site Internet. Devenez membre de TVRM, c'est contribuer au développement de sa mission et de sa communauté. Ne manquez pas votre bulletin en direct le mardi et le jeudi midi pour être informé de tout ce qui se passe dans votre région et plein d'autres émissions sur votre communauté. La télévision régionale des Moulins, pour voir et être vue. Voyons, tu roules donc bien pas vite. Ben, normal. OK, je comprends. Quoi? Faudrait pas arriver trop tôt à la maison. Hein? Tu me fais une surprise pour mes 40 ans? Ben, ta fête est dans 8 mois, là. C'est pour ça que Mimi était bizarre au bureau aujourd'hui. Non, je te jure, j'ai rien fait. T'as pas fait venir ma soeur d'Australie pour ça, mon fou, toi? Merde, m'écoutes-tu? Je peux pas croire, j'ai rien vu venir. C'est 30, je roule à 30, c'est tout. Je vais quand même faire semblant d'être surprise. Tu vas être surprise. Du côté de Rawdon, Chalet-la-Naudière a décidé d'innover en matière d'accessibilité universelle en bonifiant son offre déjà existante. L'organisme offre maintenant 6 mini-chalets ainsi qu'un sentier convenant aux personnes en situation de handicap, le tout en plus d'offrir de l'équipement adapté et une première au Québec, voire même au Canada. Reportage. On vient faire le dévoilement de Chalet-la-Naudière en tant que nouvelle destination touristique plein air à accès universel, avec l'ajout de 6 nouveaux mini-chalets à accès universel, mais non seulement des nouveaux chalets adaptés, mais également toutes nos activités de plein air ont été adaptées, en plus d'un nouveau sentier, un nouveau parcours, le sentier des Lucioles, adapté, mais qui propose également un parcours qui fait découvrir les bienfaits de la nature pour l'être humain. En fait, ça a démarré il y a 3 ans quand M. Carl Otis de Otis Nature nous a téléphoné chez Chalet-la-Naudière pour avoir des informations sur notre logiciel de réservation de chalet. Et puis, quand il m'a téléphoné, moi, je lui ai posé la question, « Ah, bien, vous, c'est quoi votre nouveau projet? » Puis lui, il rêvait d'un réseau d'hébergement à accès universel. Puis nous, on était justement en train de travailler, en fait, un plan de travail pour un nouveau projet de développement pour l'ajout de nouveaux hébergements. Linda, c'est une personne incroyablement ouverte et aussi très visionnaire. Et on a commencé à travailler ensemble à ce moment-là pour le projet qu'on voit ici, le résultat, qui est vraiment extraordinaire. C'est comme ça que ça a débuté avec Chalet-la-Naudière. Le design du chalet vient du fait que, bon, étant moi-même à mobilité réduite, je cherchais des hébergements en nature et puis ça n'existait pas. Ça fait qu'on a décidé vu que ça n'existait pas, de créer notre propre chalet et de le dessiner, et même maintenant de le fabriquer et de propager la bonne nouvelle à travers tout le Québec, voire plus, là, éventuellement. Là. C'est le premier chalet à accès universel en Amérique du Nord. Donc, ça paraît anodin et très simple pour quelqu'un qui n'est pas à mobilité réduite, mais quelqu'un est en mesure d'entrer, sortir de façon autonome, de cuisiner, de se coucher, de se lever, d'aller faire sa toilette et de se doucher. Donc, tout ça de façon complètement autonome. Et il y a l'extérieur aussi du chalet, une belle terrasse. Et ici, à Chalet-la-Naudière, bon,
ils poussent encore une plus belle expérience. Ils ont installé, sentiers pédestres, table de pique-nique, barbecue et tout le site, même les quais, sont adaptés. Et il y a aussi beaucoup d'activités avec des appareils, des équipements pour les personnes à mobilité réduite qui est vraiment extraordinairement, en bon québécois, ça coche. Puis au niveau des prix, je regardais, c'est environ 305 la nuit, plus taxes, qui est quand même un prix assez abordable pour une famille de 4 qui veulent venir passer une nuit ici. Bien, surtout en considérant que toutes les activités sont incluses, l'été, la plage, tous les équipements spécialisés. Donc, comme je disais, c'est une formule club, là. Alors, effectivement, c'est accessible. Puis, on fait des promotions sur une base régulière aussi parce que l'accessibilité est également importante au niveau des coûts et des prix, là. On a vu au Québec, là, depuis COVID, des hausses de coûts des restaurants, de l'hébergement, de l'hôtellerie, etc. Également, on est conscient de ça, donc de trouver un équilibre pour rendre accessible également au niveau tarifaire l'expérience à Chalet-Lanaudière. Donc, il y a un marché. Hein? On parle de je pense autour de 30 de la population là, qui atteint un certain âge aujourd'hui et puis donc qui commence à avoir des limitations, sans penser à des gens qui ont des handicaps pendant toute leur vie. Donc, il y a un marché et c'est positif. Là. C'est pas pour exploiter, mais il y a vraiment une économie autour de ça. Les gens qui viennent, on répond à un besoin. On est content de les aider. Mais en plus, ils redonnent à la communauté parce qu'ils vont consommer ici, ils vont consommer à l'épicerie, ils vont aller vers d'autres attraits du territoire et bien évidemment, ils font rouler l'économie de Rawdon et de Lanaudière. On a avantage dans une région touristique comme Lanaudière, premièrement, par volonté de cœur, de vouloir accueillir tout le monde, mais aussi en termes de marché, d'être en mesure d'accueillir tout type de clientèle et parce que ces clientèles-là, on en a besoin pour remplir nos lieux d'hébergement, nos attraits, nos restaurants. Et évidemment, c'est une corde de plus à notre arc dans Lanaudière d'avoir Chalet-Lanaudière avec sa nouvelle destination accessible. C'est ce qui conclut votre bulletin d'actualité régionale. On se retrouve mardi prochain pour une autre édition du bulletin. D'ici là, je vous rappelle que vous pouvez consulter notre site Internet et notre chaîne YouTube pour voir ou revoir nos émissions, ainsi que visionner notre série de reportages « Lanaudière en action ». Restez des nôtres puisque c'est Fibre qui suit, animé par Pierre Berthiaume. À bientôt.